Mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, je vous prie tout d'abord de bien vouloir excuser mon absence aujourd'hui. Retournu outre-Atlantique, je suis néanmoins honoré et touché d'avoir été invité à introduire cet excellent colloque. Je regrette d'autant plus mon absence que Lyon est une ville qui m'est chère, la ville où j'ai commencé mes études, où j'ai fait mes premières armes d'historien, la ville où je conserve quelques-uns de mes tout meilleurs amis, où je reviens toujours avec grand plaisir. Il est rarement aisé d'introduire un colloque d'une telle qualité. Dans les 40 minutes qui m'ont été allouées, je m'efforcerai néanmoins de souligner quelques-unes des principales questions que soulève l'expérience urbaine de la Première Guerre mondiale. Je m'appuierai ici notamment sur les travaux que j'ai consacrés à la France et à la Grande-Bretagne. Si les communications que vous entendrez au cours de ces 2 journées mettent en lumière la Grande Guerre des Lyonnais, il me semble évident que leur portée dépasse les confins de la ville et souligne la richesse et l'importance de l'histoire urbaine du conflit. Cette dernière permet en effet, en considérant la guerre vécue sur les fronts de l'intérieur, de mener une réflexion sur les transformations de la guerre en ce premier XXe siècle. À bien des égards, le dynamisme des études sur la Première Guerre mondiale révèle une adaptation historiographique tardive aux évolutions du phénomène guerrier. Augurée par Clausewitz, la guerre absolue semble enfin avoir trouvé une réponse intellectuelle appropriée. Produit des révolutions industrielles, la guerre moderne procédait également des transformations sociales et de la participation politique croissante des masses européennes. Dès lors, les militaires et leurs activités cessèrent de jouir de l'espèce d'autonomie qui avait accordé au concept d'histoire militaire sa légitimité particulière. Les dernières décennies du XXe siècle virent ainsi l'émergence des approches interdisciplinaires et intégrées qui caractérisent désormais les études contemporaines du phénomène guerrier. Sans confondre l'expérience des combattants et celle des populations éloignées de la zone des combats, l'historiographie de la Grande Guerre admet désormais que les lignes de front ne séparaient pas seulement les sociétés belligérantes, mais les traversaient de part en part, en déterminant, selon des mécanismes complexes, la réponse sociale apportée au conflit. Dès lors, le rapprochement des histoires militaires et culturelles témoigne d'un opportun ajustement historiographique aux dimensions d'un conflit dont la logique totalisatrice conduisit à l'effacement de la distinction entre le soldat et le civil. Dans une perspective inaugurée par l'histoire sociale et économique et systématisée par l'histoire du genre, on assiste désormais à un glissement significatif d'une histoire de l'arrière à une histoire des fronts de l'intérieur. Cette traduction, quelque peu maladroite de l'anglais homefront, apparue durant le conflit, comme l'expression italienne équivalente à fronte interno. Ces expressions font évidemment écho à l'allemand Heimatfront, qui s'imposait lui à l'issue des guerres de l'unification allemande et de la guerre de 1870 en particulier. En août 1914, le déclenchement de la guerre signifie en particulier une redéfinition du rôle des civils dans la guerre. Le conflit remettait en cause, en effet, les rapports conventionnels entre conduite de la guerre et organisation de la société civile. À cet égard, l'expérience urbaine du conflit témoignait des transformations du phénomène guerrier et de l'émergence des formes contemporaines de la belligérance. La mobilisation et la victimisation de l'arrière constituent 2 aspects essentiels du processus de militarisation des sociétés occidentales évoqué par John R. Gillis et d'autres. À partir de 1914, la guerre totale conduisit selon eux au démantèlement de la société civile, de la sphère civile, ébranlée en ses fondements moraux et sociaux par la violence de guerre et par l'effacement progressif de la division entre sphère civile et militaire. La notion de militarisation souligne le changement profond de nature des sociétés belligérantes. Elle minimise et méconnaît néanmoins, selon moi, le rôle joué par la société civile elle-même dans ce processus. Et de fait, les concepts de militarisation et de victimisation ne rendent pas pleinement la complexité de la participation des civils à l'effort de guerre. Certes, la violence des champs de bataille et l'expérience de l'invasion occupèrent une place essentielle dans l'imaginaire des populations urbaines en 14-18. Mais ils soutinrent plus qu'ils ne sapèrent les discours et les pratiques de solidarité qui étaient au cœur de la mobilisation des arrières. Les changements d'échelle, permis par l'histoire urbaine de l'Europe en guerre, me semblent essentiels pour qui souhaite rendre compte de l'expérience de ces fronts d'intérieur. Il faut toutefois reconnaître qu'une telle démarche prolonge une tradition déjà ancienne.
Dès l'immédiate après-guerre, en effet, la collection d'histoire économique et sociale de la dotation Carnegie pour la paix accueillit des travaux d'une qualité indéniable qui, souvent réalisés par des acteurs, élus et hauts fonctionnaires notamment, se concentrèrent sur la mise en œuvre des politiques publiques à l'échelon urbain. Le Lyon pendant la guerre, publié en 1924 par Edouard Herriot, en est l'un des exemples. Au-delà des innombrables histoires locales, souvent rédigées par des amateurs comme autant de mémoriaux, les universitaires se sont également attachés à l'expérience locale de la Grande Guerre. Loin de moi donc l'idée de prétendre que ce type de travail marque l'éclosion d'un champ nouveau. Toutefois, l'action portée ici sur l'activité des pouvoirs locaux procède de deux impératifs qu'il importe de préciser. Considérés comme les acteurs principaux des mobilisations sociales dans la ville, les pouvoirs locaux assumèrent la mise en œuvre en cohérence des moyens dégagés pour faire face aux charges et aux conditions nouvelles créées par la guerre. Mais leur centralité traditionnelle dans le récit historique traduit également un effet de source. Si les pouvoirs locaux représentaient la société locale, ils n'en épuisaient pas la diversité. À charge pour l'historien de leur faire la place qu'ils méritent, sans perdre de vue la complexité des communautés qu'ils représentaient. L'histoire urbaine de la Grande Guerre enjoint également à porter une attention toute particulière aux catégories d'analyse qu'elle mobilise. Trois notions dont il faut préciser les contours, selon moi, se retrouvent en effet au cœur de tel projet. Communauté, identité et société civile urbaine. Le recours à la notion de communauté ne va pas naturellement de soi. Certes, l'histoire urbaine est essentiellement l'histoire d'un processus d'adaptation à la guerre dont les opérations se déployaient au sein de communautés professionnelles, religieuses, de quartiers, etc. Et si l'idée de communauté est au cœur de la réalité sociale britannique, par exemple, son adoption comme catégorie de l'analyse comparée est d'autant plus problématique que le terme n'apparaît que rarement dans les sources françaises. Une telle absence est certainement liée à la tradition universaliste française. Cette dernière rend en effet particulièrement difficile l'étude de formations sociales qui contredisent la vision et le langage du politique, hérité de la Révolution française et de la Troisième République. L'identité locale, entendue comme sentiment d'appartenance, occupe également une place centrale et problématique dans l'histoire urbaine. À cet égard, l'histoire de Lyon a souvent ouvert la voie à des réflexions comparatives et transnationales plus larges, dont les travaux de Pierre-Yves Saunier en sont un des meilleurs exemples. Élément structurant du système de représentation des populations locales, l'identité urbaine n'épuisait pas leur pluralité. Elle procédait d'un rapport particulier aux systèmes politiques et économiques nationaux, comme de leur rapport au mécanisme du marché. Ressort de l'action collective, l'identité locale s'était construite dans l'affirmation constante des droits et des devoirs respectifs de l'État et de la localité, et dans le respect des procédures de revendication et d'adjudication de conflits éventuels. On retrouve ici, en somme, les réflexions que Max Weber consacra aux constructions urbaines. À ce titre, donc, l'identité urbaine constitue une véritable culture politique. Enfin, l'accent mis sur la société civile comme un site majeur de médiation de l'expérience de guerre et d'élaboration du consentement prolonge les questionnements propres aux historiens du militaire et aux experts du social. D'abord, car ceux qui occupaient les tranchées de la Grande Guerre demeuraient des civils en uniforme. Ensuite, car la violence de guerre remettait en cause la civilité des sociétés européennes. Le concept de société civile demeure néanmoins une catégorie d'analyse d'un emploi délicat. Renvoie à l'ensemble des groupes organisés et pluriels qui, au-delà des sphères domestiques et familiales, interagissaient avec l'État et le marché sans pour autant être exclusivement déterminés ni par l'un ni par l'autre. Ces groupes établirent et arrangèrent des médiations de l'expérience de guerre qui imposèrent à l'État des restrictions ou fournirent les moyens certes limités de résister à son empiétement sur les droits et libertés. Toutefois, la société civile contribua également à la logique totalisatrice du conflit. Instituée par les associations et organisations volontaires, la société civile n'exprimait pas seulement la demande sociale dans la sphère publique. Elle intéresse également les historiens de la Grande Guerre comme espace dans lequel les normes sociales du temps de guerre furent élaborées, disséminées, et où les rapports de pouvoir et les conflits politiques strictement encadrés par l'état de guerre pouvaient se dérouler et s'exercer. Il est ainsi nécessaire de distinguer le corps institutionnel de la société civile et les valeurs qui coulaient dans ses veines, selon l'expression de Frank Trenton.
Une distinction d'autant plus importante ici que la société civile participa au contrôle et à la censure de l'opinion publique durant le conflit. Dans ce cadre, il faut ainsi souligner l'importance de l'associationnisme comme instrument d'adaptation à une crise majeure et comme espace de formulation des identités sociales. En approchant les mobilisations sociales par le prisme des pouvoirs urbains et de la société civile, on met en outre l'accent sur les classes moyennes. L'histoire urbaine nous permet ainsi d'analyser l'attitude de groupes sociaux auxquels l'appareil d'État, malgré l'attention qu'il porta aux évolutions de l'opinion entre 1914 et 1918, ne s'était que peu intéressé. L'histoire urbaine nous invite également à mener une réflexion systématique et pragmatique sur les territoires, comme sur les espaces d'analyse des mobilisations politiques et sociales en temps de guerre. Il ne s'agit toutefois pas ici de proclamer l'avènement d'un tournant spatial ou géographique dans l'historiographie du conflit. En France notamment, où les trajectoires intellectuelles comme institutionnelles de l'histoire et de la géographie ont été étroitement liées, il n'est guère besoin d'insister sur les rapports entretenus entre les deux disciplines. Les travaux d'un Braudel ou d'un Febvre témoignent de l'attention portée par les historiens à leur environnement géographique. Dans un tout autre et plus récent contexte, les propositions de la microstoria italienne suscitèrent une réflexion approfondie sur les échelles de l'analyse historique. Les historiens n'ont donc pas ignoré la pertinence des espaces de l'expérience historique. Par ailleurs, le rôle de la carte dans la réflexion militaire et dans la prise de décision opérationnelle souligne l'évidente spatialité du phénomène guerrier. En 1914, l'entrée en guerre et les mobilisations militaires furent d'abord vécues comme un éloignement, comme un déplacement. Les premiers combats et la stabilisation des lignes de front inscrivirent l'expérience de guerre dans la géographie européenne et mondiale et projetèrent les populations de l'arrière dans une géographie imaginaire définie par les communautés, les communiqués officiels et les maigres informations offertes par les combattants. La ligne de front traversait et déterminait donc l'imaginaire géographique des arrières. Phénomène géopolitique par excellence, la guerre souligne également la dimension territoriale des nationalismes et des identités nationales. Une conjonction plus récente de mouvements historiographiques distincts nous invite toutefois à reconsidérer les dimensions spatiales de l'expérience de guerre. Les approches comparatives et transnationales, comme l'historiographie des empires et les études postcoloniales, ont placé au cœur de leurs démarches respectives une réflexion critique sur leurs catégories et leurs échelles d'analyse, et ont notamment offert une critique généalogique de l'État-nation. Par ailleurs, l'émergence de l'histoire environnementale invite elle aussi les historiens de la guerre, comme du fait urbain, à replacer l'expérience historique dans son contexte physique. Enfin, les humanités numériques ont démontré les vertus heuristiques comme pédagogiques de visualisation inédite et qui, en retour, soulignent la pertinence des approches spatiales de l'histoire. Loin de toute ambition paradigmatique, je souhaite proposer plus modestement de renouer les fils du dialogue avec la géographie et suggérer aux historiens de la Grande Guerre tout l'intérêt d'une science sociale de l'espace. En corrigeant le biais national et étatique des analyses de la modernisation et de la nationalisation des sociétés européennes, la géographie inscrit le conflit dans la longue durée des sociétés belligérantes. Elle permet notamment de dénaturaliser le passage des communautés traditionnelles aux sociétés modernes, auxquelles Tönnies consacra son œuvre. La longue marginalisation du local et des logiques communautaires dans l'action sociale, comme dans l'histoire de la guerre, procédait en partie d'une interprétation partiale de la transition Gemeinschaft-Gesellschaft. Le retour au texte de Tönnies souligne en revanche le caractère dialectique de cette transition dont l'histoire comparée des mobilisations urbaines révèle la nature heurtée et négociée. Il est difficile de poursuivre cette discussion liminaire sans faire référence à l'œuvre de Reinhard Koselleck. Sa fortune historiographique explique évidemment la profondeur des analyses qu'il consacra aux conditions historiques de la modernité et aux conditions de sa connaissance, est illustrée par la propension des historiens à reprendre à leur compte la distinction qu'il fit entre espace d'expérience et horizon d'attente. Extraites de son œuvre, ces métaphores spatiales semblent souvent adoptées en réponse aux exigences du récit historique, au risque d'amenuiser leur portée analytique. En évoquant ici les dimensions spatiales de l'expérience de guerre, j'entends
les espaces et territoires dans lesquels les pratiques constitutives de la mobilisation sociale se déployèrent. Il semble en effet important d'insister sur la spatialité des rapports sociaux, de leur représentation, comme de leurs pratiques. En localisant aussi précisément que possible le processus de mobilisation sociale, il est ainsi possible de souligner les dimensions spatiales des identités mobilisées et transformées par le conflit. À bien des égards, donc, cette histoire urbaine comparée rejoint les préoccupations des géographes, anthropologues et philosophes qui envisagent les modes de construction de l'espace et des territoires urbains, notamment, et placent le politique et l'action sociale au cœur de leur réflexion. Ces questionnements prolongent des réflexions plus larges, évidemment, sur le statut de l'acteur en histoire. Ils invitent à saisir l'action et ses aspects normatifs, les identités comme les mémoires collectives, par un prisme géographique qui déplace le centre de gravité de l'analyse historique. Ainsi conçue, l'histoire locale et urbaine de la Grande Guerre souligne la pluralité des expériences et garde contre la tentation de l'orthodoxie. Elle contribue surtout à remettre en cause le primat analytique de l'État-nation, consolidé par l'histoire militaire britannique et, en France, par la controverse historiographique. L'attention portée ici aux espaces de mobilisation souligne l'inscription géographique des ressources et sociabilités mobilisées pour faire face à la guerre. Elle souligne la nécessité, je l'espère, tout l'intérêt de penser la Grande Guerre en se portant en deçà, au-delà, mais également à travers la nation. Écartant toute opposition entre matérialité et idéalité, une perspective articulée autour des espaces de mobilisation rejette l'antagonisme supposé des histoires sociales et culturelles du conflit, artificiellement invoquées dans les luttes propres au champ académique. Elle permet en effet de donner toute leur place aux déterminants physiques, culturels et politiques des mobilisations de ressources inégalement distribuées dans et entre les espaces sociaux. La comparaison franco-britannique que j'ai pratiquée se nourrit également de démarches élaborées à partir d'autres cas nationaux et participe d'un mouvement historiographique international. Les historiens de l'Allemagne et de la France, dans une moindre mesure, ont ainsi livré une série d'analyses du lien entre identité locale, nationalisation de masse et mobilisation du temps de guerre. Outre-Rhin, l'expérience urbaine de la Grande Guerre apparaît en outre depuis quelques années comme un champ de recherche particulièrement dynamique. Plus récemment, 2 historiens ont consacré leurs premiers travaux à Vienne et à Belgrade, tandis qu'Istanbul et Prague font aujourd'hui l'objet de recherches doctorales bientôt terminées. Mon projet initial procédait à bien des égards des tournants culturels et comparatistes que l'histoire de la Première Guerre mondiale connut au cours des années 1990, sous l'impulsion de l'historienne de la Grande Guerre de Perron. Articulée, en France tout particulièrement autour de la notion de culture de guerre, cette entreprise entendait éclairer l'engagement des populations dans la guerre en insistant sur l'importance des systèmes de représentation élaborés entre 1914 et 1918, et notamment sur la force du sentiment national. Élevé, vous l'aurez peut-être compris à mon accent, dans une ville et un milieu social dont les mémoires collectives résonnent encore des éclats de la révolte des vignerons de 1907 et de la mutinerie du 17e régiment d'infanterie, il m'était difficile d'ignorer le caractère problématique de l'articulation entre identité locale, identité urbaine et construction nationale et étatique. Dégagée des fictions nationalistes, l'historiographie de la Première Guerre mondiale poursuit l'exploration des conséquences les plus tragiques du nationalisme, ces imaginaires ratatinés dont on peine toujours à comprendre qu'ils aient pu conduire à des conflits si cruels. L'histoire des mobilisations sociales en 1914-1918 nous permet donc de prolonger des questionnements classiques en découplant d'abord l'idée de nation et le sentiment national que la recherche doit lier sans pour autant que la réalité se confonde. Tout en insistant sur les dimensions symboliques des patriotismes, l'histoire urbaine permet de dépasser la stricte séparation trop souvent invoquée entre communauté imaginée et communauté d'expérience, pour souligner en définitive la complexité du lien national. Refusant la transcendance des nations portée par le langage du nationalisme, elle s'attache au contraire à éclaircir les modes d'articulation des identités urbaines et du sentiment national pour rendre compte de la résilience des nations belligérantes. De la sorte, elle souligne la nature prosaïque et pragmatique du sentiment national. Loin des envolées rhétoriques des nationalismes, l'histoire urbaine
s'attache à la quotidienneté de nations incarnées et situées par l'action collective. Par ailleurs, les développements de l'histoire comparée encourageaient également à poser à des contextes nationaux distincts des questions qui traditionnellement n'avaient pas été soulevées ou approchées de la même manière. Ainsi, ma réflexion initiale sur l'expérience méridionale du conflit en France m'invita à prolonger l'analyse vers ces fiertés locales anglaises, procédant tout à la fois de l'extension des politiques de la ville et de leur accompagnement culturel que les historiens du XIXe siècle avaient mis à l'honneur. Légitimement préoccupés par la définition d'une identité britannique, les historiens de la Grande-Bretagne me paraissaient pourtant avoir relativement négligé les identités locales pour privilégier les relations établies entre les nationalités irlandaises, écossaises, galloises et anglaises. Le surgissement du conflit en 1914 paraissait en définitive avoir étouffé toute expression des identités locales. En retour, les particularités de l'État britannique et de sa relation à la société civile au tournant des 19e et 19e siècles, particulièrement à l'échelon urbain, m'incitèrent à mettre en question les contours de l'État républicain français. Cette rencontre, entre guillemets, avec le pluralisme anglais m'invita donc à remettre en question la vision moniste de l'État, héritée du système et de la culture politique de la Troisième République. La Grande Guerre fut un choc des nations sans précédent, tandis que l'intégralité des nations, des États mobilisaient l'intégralité de leurs ressources, les sociétés belligérantes traduisirent leur engagement par un surinvestissement culturel dont la nation offrait l'un des horizons principaux. La Première Guerre mondiale ne se livrait à une difficulté hors du cadre fourni par les États-nations. Pourtant, les travaux démontrent l'intérêt, je l'espère, d'un changement d'échelle conduisant à se détacher de ce cadre national. L'histoire comparée des communautés urbaines entend ainsi compléter les approches nationales qui dominent encore largement la production historiographique. Mon travail se porte donc à la croisée de deux voies historiographiques qui s'attachent respectivement à l'étude des mobilisations nationales en Europe et à l'histoire des capitales en guerre. Dirigés respectivement par John Hall et Jay Winter, les projets collectifs auxquels je fais ici référence et dont un certain nombre de participants sont présents à ce colloque, dépassent les clivages inopérants et traditionnels opposant histoire sociale et histoire culturelle et embrassent dans une même totalité les fondements matériels et mentaux du processus d'adaptation des sociétés à la guerre. Grâce à une histoire sociale des représentations, on peut ainsi mettre à jour les expressions particulières et plurielles des cultures de guerre nationale et des espaces de mobilisation dans lesquels elles se déployèrent. Des morceaux de bravoure littéraire et intellectuelle aux gestes banals d'un quotidien marqué par l'attente, par l'angoisse, les manifestations concrètes de l'investissement martial se déclinèrent dans chaque groupe social, dans chaque région. L'effort de guerre reposait en effet sur le tissu complexe d'interdépendance qui assurait en temps de paix déjà la cohésion des sociétés urbaines. Je me suis dans un premier temps attaché au mécanisme de l'acculturation locale à la guerre. Après avoir resitué les communautés considérées dans le long de l'action collective et de la nationalisation des masses européennes, j'ai souligné l'importance des codes culturels locaux dans le succès des mobilisations nationales en 1914 et 1918. Ici, les identités urbaines constituaient tout à la fois une ressource cognitive, grâce à laquelle le conflit était appréhendé, approprié, et une ressource politique, permettant la mobilisation des énergies civiles. Le changement d'échelle opéré par l'histoire comparée des mobilisations locales prolonge ainsi l'analyse des modes d'élaboration des cultures de guerre. Il permet d'envisager une pluralité d'espaces de mobilisation et d'apprécier notamment le poids de la propagande au sein des espaces publics urbains. Il souligne surtout l'autonomie relative mais réelle de la société civile qui participa de la mobilisation des consciences et de la conscription du verbe. L'histoire comparée des communautés urbaines invite ainsi à rompre avec les visions traditionnelles du rôle de l'appareil d'État et de la société civile dans l'encadrement idéologique des populations belligérantes. L'historiographie présente désormais les soldats du front comme des civils en uniforme. La solidarité des mondes civils et combattantes était toutefois équivoque et constituait l'un des enjeux des mobilisations sociales. Ici, la comparaison met en évidence l'importance des différences existantes entre les systèmes de défense nationale adoptés entre la France et la Grande-Bretagne.
Ces dernières expliquèrent ainsi que le lien entre le front et l'arrière, médiatisé par l'identité locale des deux côtés de la Manche, eût toutefois été en France dans une moindre mesure. Les modes de construction et de valorisation de l'identité locale des unités combattantes permettaient néanmoins aux communautés locales de se porter par procuration aux premières lignes. Elles s'efforçaient ainsi de réduire la distance entre le front et l'arrière. Le lien des combattants et à leur communauté d'origine conserva tout au long du conflit sa force mobilisatrice. Son évocation permettait en outre, à l'arrière, de se situer au regard du sacrifice des combattants tout en valorisant sa contribution spécifique à l'effort de guerre. Dès après le déclenchement des hostilités, les cultures de guerre dominantes portèrent une parole sur la guerre aux indéniables accents moraux. Dégageant les lignes de force de cette éthique des mobilisations, je me suis intéressé aux normes gouvernant les pratiques sociales constitutives de la mobilisation des arrières. L'univers moral des cultures de guerre britanniques et françaises permit ainsi l'émergence d'une hiérarchie symbolique et sociale inédite, dominée par la figure titulaire du combattant. L'éthique des mobilisations approfondit par conséquent l'exploration des interdépendances entre le front et l'arrière, dès lors régies par les rapports sociaux du sacrifice. Cristallisant les tensions nées de la mobilisation sociale et industrielle, la mesure et la qualification de la participation de chaque groupe à la guerre devint, avec l'installation dans le conflit, l'enjeu principal des luttes sociales. Par là, les acteurs s'attachaient à définir et à imposer au corps social la position qui, dans la hiérarchie du sacrifice, leur eût permis de négocier dans les termes les plus favorables les conditions de leur participation à l'effort de guerre. L'analyse de sources telles que le dessin d'humour ou les dénonciations démontre que cette éthique des mobilisations constituait l'un des mécanismes majeurs de régulation des rapports sociaux durant le conflit. L'étude de telles modalités du contrôle social pendant la guerre révèle en outre les stratégies d'accommodement à la guerre et l'ambivalence des sociétés belligérantes, tout à la fois actrices et victimes du conflit. L'accueil des réfugiés, dont je vous parlerai dans les prochains jours, jetés sur les routes de l'exil par l'invasion allemande, nous permet d'explorer plus avant les manifestations concrètes de cette ambivalence en offrant une histoire comparée de cette expérience transnationale. Constaté dès 1915, le fléchissement des solidarités et les tensions qui se firent jour entre les réfugiés et les communautés d'accueil traduisaient une modification de la dynamique des mobilisations sociales, désormais structurée par une dialectique victimisation-participation. Mon travail met ensuite la mobilisation sociale en regard des catégories traditionnelles de l'histoire politique du conflit. En proposant une critique des usages abusifs de l'union sacrée, j'ai cherché à préciser la nature de l'action collective unitaire du temps de guerre pour resituer l'union sacrée et la trêve des partis britanniques au cœur d'une rhétorique des mobilisations. Cela m'a conduit à réévaluer l'importance des rapports de force politiques informalisés et déplacés vers la sphère associative. J'ai insisté surtout sur l'importance de lutte sociale à certains égards mal comprise dans l'historiographie récente de la Grande Guerre. Les conflits sociaux participaient en effet pleinement de la mobilisation du temps de guerre. Entre 1916 et 1918 en particulier, ces affrontements permettaient à chaque groupe d'intérêt de réaffirmer son identité, d'exprimer et d'imposer les conditions de sa participation à la défense nationale. En somme, ces luttes participaient d'un processus continu et disputé de légitimation de l'effort de guerre. Mon travail insiste en définitive sur les reformulations et les renégociations constantes du consentement des populations à la guerre, structurées autour de l'articulation problématique entre participation au conflit et représentation politique. Il souligne le poids des systèmes de recrutement militaire et leur incidence sur les conditions sociologiques d'exercice du pouvoir urbain, comme sur les modes de redéfinition des identités collectives et politiques. Le système britannique se distinguant, comme vous le savez sans doute, par l'introduction tardive et encadrée de la conscription en 1916. En dépit de la mobilisation massive des classes populaires et de la participation des femmes à l'effort de défense nationale, le jeu politique devint, à la faveur de la guerre, la chasse gardée presque exclusive d'hommes relativement âgés, issus des classes moyennes et supérieures, bien intégrés au système politique national. Dans ces conditions, le rôle politique de la société civile urbaine, entendu comme l'espace où étaient médiatisés et régulés les conflits politiques, s'en trouva réévalué.
L'approche pragmatique de la société civile que j'ai essayé d'adopter permet de reprendre à nouveau frais l'analyse des mécanismes de domination sociale et de mobilisation en 14-18, en démontrant l'importance critique de la société civile dans le processus de mobilisation. Cette perspective appréhende consentement et coercition comme des fonctions réciproques l'un de l'autre et prolonge en définitive la conception gramscienne de la société civile et de l'hégémonie. Une approche sociologique de la contrainte légitime en 1914-1918, inspirée de la démarche weberienne, permet également de replacer la guerre dans le temps long de la construction des États-nations. Ainsi, la Première Guerre mondiale n'apparaît pas seulement comme le tournant qui introduit l'âge du massacre, mais également comme la continuation d'un processus social et politique qui est lié inextricablement guerre et société. Le conflit renforce en effet de manière dramatique les termes du contrat social auquel la citoyenneté faisait référence. Un processus continu de négociation et de marchandage produisit ainsi le consentement populaire à l'effort de guerre. Consentement élaboré autant au travers des conflits sociaux et politiques qu'au travers d'un soutien déclaré, au sein de la société civile urbaine tout autant que des arènes étatiques. Mon travail suggère enfin quelques manières de reconsidérer l'histoire de l'État en guerre. Lier les histoires de l'État et de la société civile urbaine apparaissent en effet comme les deux faces d'une même médaille. La pensée libérale a avec constance assimilé la guerre à l'écrasement de la société civile. L'expérience de la Première Guerre mondiale démontre au contraire que la croissance spectaculaire de l'appareil étatique ne s'accompagna nullement d'un anéantissement ou d'une étatisation de la société civile. La société civile, en offrant tout à la fois un système de médiation culturelle et un espace de délibération, permit de préserver la légitimité d'un combat mené par l'État au nom de la nation et qui ne fut jamais remis en cause de manière fondamentale. L'histoire sociale et économique de la Grande Guerre a montré que la résilience des populations dépendit largement de la plus grande capacité de la France et de la Grande-Bretagne à gérer les ressources nécessaires à l'effort de guerre, tout en mobilisant le sentiment national et les identités locales. Mon travail souligne également l'importance du pluralisme dont firent preuve les systèmes politiques et administratifs anglais et français. Démocratie libérale et société parlementaire, la France et la Grande-Bretagne proposèrent en effet durant le conflit deux types de pluralisme distincts mais indéniablement parents. À bien des égards, mon travail souligne la pertinence des analyses de l'État élaborées autour du conflit par la pensée politique pluraliste et illustrée en Grande-Bretagne par Lasky, G.D.H. Cope notamment, et en France par Léon Duguy et l'école dite du droit social. Soucieux de ne pas calquer sur la réalité historique une grille de lecture issue directement de la philosophie politique contemporaine, il importe d'insister sur les conséquences profondes des différences entre les systèmes de recrutement français et britannique. Tandis que l'engagement de la société civile dans la guerre répondait très largement en Grande-Bretagne à une vision pluraliste, disons traditionnelle, de l'articulation entre le corps social et l'appareil d'État, il semble plus juste d'invoquer dans le cas français un pluralisme pragmatique. Il ne s'agit pas ici d'envisager que la guerre fondamentalement remise en cause la conception républicaine unitaire de la souveraineté et de la représentation politique. Mais le niveau très élevé de mobilisation militaire permit aux autorités étatiques de donner une large place aux acteurs de la société civile sans prendre de risques politiques. En écartant mécaniquement avec les hommes les plus jeunes les éléments les plus susceptibles d'animer un mouvement d'opposition, la mobilisation militaire transforma la mobilisation la sociologie politique urbaine et la mobilisation dans le cadre urbain. Les autorités étatiques eurent ainsi comme interlocuteurs des élites urbaines issues d'une cohorte d'hommes plus âgés, et dont la proximité sociale et idéologique avec les représentants de l'État en fit des partenaires privilégiés. Dans ces circonstances, la République pouvait s'associer à la société civile sans crainte de voir l'intérêt général fragmenté et menacé. À l'occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale, ce colloque et l'excellente exposition organisée par la Bibliothèque municipale de Lyon soulignent l'intérêt comme la nécessité d'une histoire urbaine de la Grande Guerre, au moment où l'historiographie du conflit a, pour l'essentiel, consacré sa rupture définitive avec les grands restis nationaux. L'histoire comparée, dont les travaux de Nicolas Beaupré sont en France l'un des tout meilleurs exemples, a dégagé les conditions d'une histoire européenne de la guerre,
tout en resituant l'étude du phénomène guerrier dans une démarche historiographique globale. Pour peu qu'elle renonce elle aussi aux mythes exceptionnalistes ou aux démarches essentialistes, l'histoire urbaine est aujourd'hui en mesure de jouer un rôle de premier plan dans le renouveau des études de la Première Guerre mondiale. Ce colloque et la richesse des communications qu'il propose en témoignent. Je vous remercie de votre attention.